Non, c'est juste qu'on va l'enregistrer pour pouvoir le mettre sur le truc pour entre autres, les chiffres de nuit qui ne pouvaient pas être là ou le monde qui ne peut pas rester. Exactement, ça va être ça qu'on va recommencer à en faire. On n'avait pas fait. Donc, bonjour, on va parler du syndrome de Wolff-Parkinson-White. On va réviser les principes généraux d'électrophysiologie. On va parler du syndrome, mais ce qui est plus pertinent cliniquement, c'est de voir comment est-ce qu'on traite les arythmies du Wolff-Parkinson-White parce qu'il y a des particularités si c'est un Wolff, mais il n'y a rien à apprendre par cœur. Donc, ce n'est pas le genre de présentation qu'il faut vraiment se creuser la tête. Mon but, c'est juste vous expliquer les concepts. On ne se creuse pas trop la tête, puis on n'a pas besoin de rien retenir par cœur. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Parfait. Donc, c'est quoi un syndrome de Wolff-Parkinson-White? C'est ce qu'on appelle un syndrome de préexcitation. C'est la même chose. Et c'est un faisceau accessoire qui va faire qu'on excite trop vite le ventricule, d'où le terme préexcitation, parce que ça va trop vite. Donc, le Wolff-Parkinson-White, c'est un faisceau accessoire. C'est congénital. Donc, tu nais avec et tu vas mourir avec. Et c'est une maladie qui est assez fréquente. Là. On parle 1 à 3 personnes sur 1000. Donc, si dans un après-midi au triage, là, vous triez 100, 120 personnes, ben, c'est pas long qu'on a passé au travers de 1000 personnes puis qu'on a pogné au moins une personne qui avait un Wolf. Mais comme on va voir plus tard, il y a des patients avec des Wolf qui ont beaucoup de symptômes, puis il y a des patients qui ont des Wolf Parkinson-White qui peuvent rester asymptomatiques toute leur vie, d'où le fait qu'ils ne seront peut-être jamais diagnostiqués parce qu'ils n'auront jamais de CG à vie. Si on parle un peu d'électrophysiologie, donc la condition normale, donc les oreillettes vont se dépolariser. Ça passe au travers du nœud AV, pour lequel j'ai fait une flèche rouge. Le nœud AV va ralentir les influx, puis après, ça s'en va dans le ventricule. Donc, ça, c'est la conduction normale. Le nœud AV, qui est juste au centre ici, son rôle, c'est d'être un gatekeeper pour ralentir les influx qui passent. Donc, question. On a un patient qui a un flotteur, pas un whoop, mais qui a un flotteur standard. À quelle vitesse son flotteur va rouler dans les oreillettes? Et mettons, quand tu le vois sur le CG, d'habitude, tu vois combien les flotteurs? Ouais. Ça, c'est sur Classiquement, le CG. un flotteur roule à 150, puis ça, c'est comme son rythme ventriculaire. Mais dans l'oreillette, classiquement, un flotteur, ça va rouler à 300. D'où le fait que la majorité des flotteurs qui roulent à 150 sont en flotteur 2 pour 1. Donc, ils laissent passer un influx sur 2 au niveau du nœud AV. Donc, dans l'oreillette, ça roule super vite à 300, mais le nœud AV ralentit tout ça, puis en laisse passer juste 1 sur 2. Là, notre patient qui est en flotteur à 150, on décide qu'on lui donne du cardième pour le ralentir. On va jouer beaucoup plus sur le nœud AV que sur les oreillettes. Puis là, son flotteur va continuer de rouler à 300 au niveau des oreillettes, sauf qu'il va maintenant passer à 3 pour 1 ou à 4 pour 1 au niveau du nœud AV, puis il va finir par rouler juste à 80 ou à 100. Ouais. Quand un patient naît avec un faisceau accessoire, le faisceau accessoire peut être à peu près n'importe où dans le cœur. Donc, ça peut être entre l'oreille droite puis le ventricule droit, l'oreille gauche puis le ventricule gauche. Mais dans le fond, ça va bypasser son nœud AV. Puis, ça va faire une espèce de voie parallèle. Là. Ça fonctionne. Donc, patient avec un Wolf, ses oreillettes vont se dépolariser. Ça va passer dans le nœud AV. La majorité des influx vont passer dans le nœud AV. Mais il y a certains influx qui vont passer au travers du faisceau accessoire, là, la petite flèche rose ici. Et les influx qui passent par le faisceau accessoire, ils bypassent le nœud AV. Donc, quand on regarde un peu là, le faisceau accessoire, comment il peut fonctionner, ben, il peut fonctionner de manière là, classique. Ça passe de l'oreillette jusqu'au ventricule, mais ça peut aussi passer du ventricule vers l'oreillette. Donc, ça peut être bidirectionnel et aussi, ça peut être intermittent. Donc, des fois, le patient peut avoir un faisceau accessoire, des fois, il conduit, des fois, il ne conduit pas. De quoi est-ce qu'un ECG d'un Wolf a l'air? Ben, ce qu'on cherche vraiment, là, c'est l'onde delta. Donc, j'ai mis une petite flèche rouge qui montre l'onde delta, puis ici, l'onde delta, je l'ai mis en rouge. L'onde delta, ça représente vraiment le faisceau accessoire qui a envoyé un influx directement au ventricule. Puis ça, c'est comme la préexcitation. Mais comme je vous ai dit tantôt, la majorité des influx vont quand même passer par le nœud AV. C'est que la majorité du cœur va se dépolariser comme d'habitude, c'est que ça va donner un QRS. Sauf que juste avant le QRS, on voit notre petite onde delta qui est notre faisceau accessoire. Si on a une onde delta, ben, automatiquement, on va avoir un PR qui va être super court.
Et la troisième chose qu'on va regarder, c'est la largeur du QRS. Étant donné qu'il y a une partie du ventricule qui est dépolarisée avant, ben, notre QRS, on va avoir l'impression qu'il est plus large. Est-ce que ça, c'est correct pour vous? On va regarder un petit peu des exemples, là. Donc, ça, c'est un ECG d'un patient Wolf. Si on regarde un peu la dérivation V4, où est-ce que j'ai mis une flèche rouge, l'onde delta n'est pas si claire que ça. Sauf que qu'est-ce qui est clair, c'est qu'il n'y a, pas d'espace entre son PR et son QRS. C'est pas normal, ça. C'est que dans le fond, lui, il a un onde delta, mais son onde delta n'est pas très, très visible. Si on regarde ça, c'est un autre ECG de Wolf. La première chose que je veux qu'on regarde, c'est comme un peu en V1. En V1, on ne le voit pas vraiment, l'onde delta. Donc, des fois, en électrophysiologie, il y a des dérivations qui ne nous aident pas. V1, ça a l'air presque normal. Par contre, si on regarde où est-ce que j'ai mis les flèches rouges, là, en D2 puis en V5, là, on voit clairement une onde delta, puis il n'y a pratiquement pas d'espace entre notre onde P puis notre onde delta, donc ça passe tout de suite dans notre faisceau accessoire. Donc, question piège. Est-ce que c'est possible qu'un patient soit connu pour un Wolff-Parkinson-White, mais qui se présente avec un ECG normal? J'aurais dû amener du chocolat, mais j'en ai pas. L'autre fois que j'avais amené des Timbits, mais j'en ai pas amené. Donc, ça peut être intermittent. Donc, si ça ne passe pas au travers du faisceau accessoire, le CG du patient va être complètement normal. Donc, puis, comme un peu toutes les formes d'arythmie, si jamais il y a des débalancements d'électrolytes, donc notre patient a un potassium à 2,5, notre patient reçoit des médicaments qui vont jouer sur le nœud AV, notre patient prend de la cocaïne, le patient fait une réaction vagale, ça va changer la conductivité du cœur, puis là, ça peut faire ressortir son faisceau accessoire. Donc, quels symptômes qu'on peut s'attendre de voir en Wolff-Parkinson-White? Ben, en fait, c'est les symptômes qu'on va voir dus aux arythmies. Donc, palpitations, syncope, mort subite. Quelle arythmie qu'on peut avoir en Wolff? Il y en a comme 5 principales, là. La TSVP qui est super fréquente, l'AFA très, très rapide. C'est ça qui est classique du Wolff, là. C'est vraiment un AFA super rapide. Et le flotteur. Puis, on peut avoir finalement la TV et de la FV qui mène à la mort subite. Donc, c'est là qu'on voit quand même souvent, là, c'est un FA, une flotteur qui est super rapide. Donc, habituellement, on voit de la FA, là, le patient il alterne entre, je ne sais pas, 120, 160 ou 180. Ça, c'est de la FA rapide. Là, on parle d'un patient là, qui peut être en haut de 200 sur de la FA. Pensez-y, là, on voit de la FA super souvent. Mais c'est quand la dernière fois, vous avez vu un patient qui est en haut de 200 sur de la FA, c'est super rare. Si c'est de Fait que si mon patient roule en FA à 200, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, il y a un Wolf. Parce que habituellement, à cause de ton AV, tu ne peux pas rouler à 200. C'est pour ça qu'on n'en voit pas. La TSVP, c'est comme une particularité. Mais même les TSVP, là, Mais tu sais, lui, il va probablement se mériter un ECG au après sa repos, conversion. puis d'autres, tu sais, quand il va être converti ou peu importe, puis d'essayer d'objectiver s'il y a bel et bien un Wolf ou non sur cette personne-là, tu sais. Parce que des fois, c'est difficile de le voir, mais dès qu'il est en haut de 200, souvent, c'est très suspicieux. Mais quand tu as un nom delta, tu as toujours un Wolf, puis il y a d'autres choses. Principalement le Wolf. Tu pourrais avoir, tu sais, vraiment des grosses anomalies électrolytiques qui pourraient te donner l'impression d'un nombre delta, là, qui donne une image, mais classiquement, si tu as vraiment un nombre delta, c'est un Wolf. Le problème, c'est que si ton patient fait une arythmie, souvent, tu ne la verras pas, l'onde delta. C'est que le patient qui roule en FA à 200, tu risques de ne pas voir l'onde delta, sauf quand il va se convertir. C'est que, tu sais, des fois, quand on y pense, là, une TSVP, pourquoi est-ce qu'on fait un ECG après? Parce qu'on voit qu'il roule à 60 sur le moniteur. On le fait, entre autres, pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose sous-jacent. Un QTC qui est super long ou des signes de Wolff-Parkinson-White. Donc, notre patient qui est en FA super rapide, le problème, c'est que les influx ne sont pas ralentis par son nœud AV, puis ça passe directement par le faisceau accessoire, donc le patient peut rouler super vite. Ce qui est aussi classique, là, les deux trucs, c'est une FA super rapide, puis aussi, habituellement, une FA, là, classiquement, c'est un rythme irrégulièrement irrégulier avec des QRS fins, sauf si tu es connu pour un bloc de branche. Mais classiquement, une FA doit avoir un QRS fin. Quand un Wolf, ben, des fois,
des fois, le ventricule va être dépolarisé à partir du AV, des fois, il va l'être à partir du faisceau accessoire, puis ça donne une espèce de repolarisation et de dépolarisation bizarre, d'où le fait que la largeur des QRS peut varier. Ça, si on regarde cet ECG-là, qui est un ECG en FA de Wolf, on regarde vraiment la morphologie des QRS, ça fluctue. Donc, ça dépend s'il a été déclenché par quelque chose qui vient du faisceau accessoire ou plus quelque chose du AV, ou des fois, c'est même les deux en même temps. Puis quand on regarde la vitesse, là, si on regarde ici, entre chaque petit carré, c'est comme 300. C'est que juste pendant cette petite période-là, là, c'est comme s'il roulerait à 300. C'est impossible si tu n'as pas un faisceau accessoire parce que ton AV va le bloquer. Donc, l'autre arythmie qui est super fréquent sur le Wolf, là, puis il y avait une patiente avec un Wolf cette semaine, puis c'était de la TSVP qu'elle a présenté. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut avoir un premier influx qui passe par le AV. Puis, comme on l'a dit tantôt, là, ça peut aller à rebours dans le faisceau accessoire. Ce que là, ça remonte dans l'autre sens. Puis là, ça fait une espèce de boucle qui va aller super, super vite. Oubliez l'image de l'onde delta en bas. Là, tu ne verras pas l'onde delta pendant que ton patient est en TSVP. Donc, c'est quoi les traitements qui sont sécuritaires si on suspecte un Wolf? Il y en a deux principalement, là, cardioversion électrique, d'où l'image d'un pylône d'électricité, ou vraiment le Pronestil, le procainamide, un antiarythmique, qui va avoir aussi un effet de ralentir le faisceau accessoire puis qui est considéré sécuritaire. L'amiodarone, c'est vraiment controversé. Il y a des cardiologues qui disent ah, tu peux en donner, il y a des cardiologues qui disent tu peux pas en donner, puis il y a des cardiologues qui disent ben, tu peux l'essayer. Les traitements là, qui sont vraiment à éviter, puis tout le monde s'entend, là, si tu suspectes un Wolf ou bien que tu as un Wolf prouvé, tu ne devrais pas donner de bêta-bloqueur, puis tu ne devrais pas donner de BCC. Donc, ça veut dire pas de l'oppresseur, pas de cortisone. Donc, si tu as une FA, que moi, je pense qu'il est un Wolf parce qu'elle roule en haut de 200 ou qu'à certains moments donnés, s'il met à rouler en 200, je ne devrais pas le ralentir comme d'habitude avec un bêta-bloqueur ou un BCC. Parce que le problème, c'est que si je ralentis son AV ou que je bloque son AV, ben, les influx vont juste passer par le faisceau accessoire. Puis là, le patient peut commencer à s'accélérer puis faire de la TV et de la FV. Puis on ne peut pas faire de fulguration stat. On ne peut pas aller faire comme aide. On va brûler son faisceau accessoire tout de suite. Ceux qui ne devaient pas y penser. Je ne sais pas les détails du cas. Ah, c'est sûrement que lui, Il pensait lui pas. il sait que c'est pas. Ça fait pas Il avait peut-être regardé, si le patient avait eu 5. C'est pour ça, même aussi, on l'a dit, tu peux avoir ton ECG de base peut être normal dans un Wolf. À un moment donné, il y a un aspect de genre, regarde, je ne peux pas savoir si le patient est un Wolf. Que les TSVP standards qui roulent à 180, je vais les rentrer comme ça. TSVP qui serait à 220, c'est quelque chose d'un petit peu plus rare. Là, je vais peut-être comme faire un petit peu plus attention. Puis on a eu un patient, tu sais, le Wolf, j'ai oublié de vous le dire au début, là, mais tu sais, c'est le genre de maladie que là, récemment, il y en a eu 3 patients avec. Puis des fois, on a l'impression que pendant 1 an, on n'en voit pas. Puis, j'ai pas vu ça. Ouais, puis récemment, c'était 2 femmes, un homme. Mais je sais pas, j'ai pas la notion. Non. Le patient était dans un B pour une effort super rapide, qui était difficile à ralentir, puis qu'à certains moments donnés, il faisait des salles de TVNS. C'était pas super. Il faisait de la TV. Le cardiologue, c'était comme procainamide, rien d'autre. Si jamais il devient stable, il fait de l'électricité cardioverse, tu lui donnes absolument pas de bêta-bloqueur BCC. C'est le risque, c'est justement ça, là, que tu bloques ça. Puis lui, que quand il commençait à rouler autour de 200, des fois, il faisait des salles de TV. Puis s'il met à rouler à 230, ben, il va peut-être partir en TV puis décéder là-dessus. Là, tu peux-tu le récupérer parce qu'il va vite en cardioversant? Tu pourrais, mais il va cardioverser surtout son oreillette, puis tu vas voir qu'est-ce qui se passe par la suite. Quand tu cardioverses, ça peut même faire un petit stunning des myocytes. Ça peut ralentir ton EAV. Parce que des fois, les patients après cardioversion peuvent avoir un petit bloc transitoire. Ça pourrait ralentir aussi son faisceau accessoire. Mais ta question, c'était-tu, mettons que tu te trompes sans faire exprès, là, puis que tu donnes un bêta-bloqueur ou un bloqueur des canaux classiques, que là, non, mais je dis pas toi, mais mettons qu'on se trompe, là, et finalement, le cardiologue, il pensait vraiment pas que c'était ça, puis finalement, on se trompe, tout le monde se trompe, puis on donne ça, ben,
Ça se peut qu'avec le faisceau accessoire, il se mette tout de suite à partir vraiment vite. Ça se peut que non aussi, mais c'est qu'il est vraiment, vraiment à risque de faire de la TVNS. Puis à ce moment-là, de la TV, ben là, tu choques. T'sais. Mais tu veux juste pas te rendre ils disent don't do the verapamil death test. Fais pas le test de la mort. Parce que s'il meurt, ben dans le fond, c'est qu'il y avait un wolf. Tu as passé le test, mais là, t'es mort. T'sais. Comment, OK, on savait maintenant. Ah, c'est ça. Bon. Donc, vraiment, à éviter, c'était bêta-bloqueur, BCC. L'amio, c'est comme controversé. Personnellement, je ne donnerais pas d'amio sans en avoir parlé au cardiologue, compte tenu que c'est vraiment controversé. Procainamide, j'ai pas de problème. C'est vraiment démontré, c'est cela qui fonctionne bien, parce qu'entre autres, il ralentit aussi le faisceau accessoire. C'est plus sécuritaire ou de l'électricité. Les traitements à long terme pour ces patients-là, ça va être des fois des antiarythmiques, dont le procainamide qu'on a parlé, ou bien de l'ablation. Donc, l'ablation, c'est de l'électrophysiologie, souvent à l'Institut cardio, qui va être littéralement de brûler le faisceau accessoire. Le seul bémol, c'est que ce n'est pas toujours facile de brûler ce faisceau-là. Là, on parle d'un faisceau, mais dans le fond, c'est minuscule, c'est pas visible à l'œil nu. Donc, ils font des études d'électrophysiologie pour déterminer à peu près le faisceau serait où, mais ce n'est pas facile. Ça n'a pas un taux de succès de 100 non plus. Là. Puis les cardiologues vont utiliser un peu des critères, des espèces d'échelles pour dire est-ce que tu as un wolf qui est très symptomatique ou pas. Mettons, tu as un wolf qu'on a trouvé par hasard sur un ECG qui n'a pas rapport, puis tu n'as jamais eu de symptômes de ta vie, ben, il risque de dire qu'on ne fait rien avec ça. OK? Parce que tu peux avoir le faisceau accessoire, mais toi, ton faisceau accessoire, il ne conduit pas tant que ça. Versus ta collègue peut avoir un faisceau accessoire, puis elle finit un B, puis elle fait de la FA, puis elle fait de la TV. Là, ça devient un Wolf Parkinson White avec plein de symptômes, puis là, ça va être un meilleur candidat pour faire une ablation. Puis l'espèce de zone grise que si le patient a un syncopé, mais tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas objectivé d'arythmie, mais il a connu un Wolf, là, tu te dis, as-tu fait une arythmie maligne? Là, ça devient un peu des cas compliqués. Des fois, les cardiologues vont leur mettre des holters ou des trucs comme ça pour voir ben, qu'est-ce qui se passe sur 24 heures. Là. Donc, en conclusion, le Wolf, c'est quoi? C'est un problème avec un faisceau accessoire. Sur le CG, ce qu'on voit surtout, là, c'est notre onde delta que j'ai montré ici. Les arythmies qu'on va voir, là, la FA super rapide, la TSVP, puis ça peut donner des arythmies malignes, d'où le fait que ce n'est pas une maladie bénigne. On veut éviter les bêta-bloqueurs, les BCC, lorsqu'on a un wolf qui est connu ou suspecté. Questions ou commentaires? On a passé vraiment plus vite que l'autre groupe. Là. Non, mais vous aviez des vraiment bonnes questions. Des excellentes questions. Ouais. Hélène de Pocket. Je pense que ça existe. Il va en avoir pas beaucoup. Ouais, je viens d'avoir un flash. Je ne sais pas si ça existe. J'ai dit ça tantôt, là, mais j'ai comme un flash. Moi, en même temps, ça n'a jamais été un problème parce que dans le fond, si je veux y partir de quoi, il va rester à l'hôpital le temps de voir le cardiologue. J'ai demandé une question facile. Mais quand son boule pas être retenu, il s'en va chez toi sans médication. Il y en a qui ont des antiarythmiques sur le long terme, mais je ne sais plus c'est lequel. Là, tu me fais douter. Ouais, parce qu'il y en a qui ont. Mais c'est un peu comme les TSVP, là. Il y a des TSVP que premier épisode à vie, je laisse partir rien tout. Tu fais un ou deux épisodes dans ta vie, je les laisse souvent partir avec du cardième à prendre au besoin. Le patient fait de la TSVP à chaque mois, il commence à être tanné, cardième à chaque jour. Suivi en cardio. Puis le cardiologue peut décider s'il va avec un autre antiarythmique, mais tu sais, le cardième a tendance à être bien toléré pour ralentir le nerf. C'est un peu le même principe. Il y a des wolves qui marchent, qui sont connus, ils n'ont pas de symptômes, ils n'auront pas du tout de médication. Puis ceux qui ont qui ont des épisodes souvent, à ce moment-là, ils vont avoir un antiarythmique. Mais bonne question. Antiarythmique Péros en externe, je ne suis pas sûr. Péros, ça existe. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais on en voit super rarement. Ouais, c'est que je ne sais pas. C'est comme un cas de wolf que j'ai eu.
Le patient, il a 31 ans, aucun antécédent. Il roule à 170-200. Ouais. Peut-être la bascule, il a ralenti, mais non. Après ça, on lui a donné cartisane IP 3 fois. Ça n'a pas fonctionné. L'adénoside de 3, ça n'a pas fonctionné. C'était de la TSVP. C'est de la TSVP, je me dis que ça me fait. C'était de la TSVP, c'était pas de la FA. C'est de la TSVP jusqu'à 200. C'est pas grave, quand on C'est pour ça qu'ils suspectaient moins le Wolf. Ils l'ont peut-être pas complètement exclu, mais parce que de la TSVP, des fois, on en voit à 200. Tu sais, souvent, c'est plus 180, mais on peut en avoir à 200 chez du monde qui n'ont pas de Wolf. Parce que de la manière, ça fait une réentrée dans le nœud. Tu sais, des fois, le nœud est responsable de cette espèce de circuit des rentrées. Des fois, c'est des cardioversés. Des fois, les TSVP, c'est comme un espèce de circuit qui n'arrête pas. Donc, tu tapes une fois, puis après ça, tu arrêtes le circuit. Avec du cardizème IV? Ouais, c'est ça. Mais avec le cardizème IV en perfusion, ça, je ne me souviens plus de la proportion de conversion, mais ça fonctionne bien quand même à convertir. Tu sais, le cardizème, en général, c'est un autre sujet, là, mais il fonctionne assez bien pour les TSVP. C'est maintenant mon premier choix. Parce que, Ben moi, c'est ouais, que je donne parce plus que de l'adénosine. parce que la TSVP, c'est souvent la réentrée au niveau du nœud AV. C'est que tu peux mettre de l'adénosine pour bloquer complètement le nœud AV, mais il y a des patients, des fois, qui font de la systolie, qui est un peu ordinaire. Tu peux juste dire, je vais le ralentir, puis comme ça va arrêter cette espèce de circuit-là. C'est que des fois, du cardizème, ça va bien. Puis des fois aussi, tu peux mixer des trucs. C'est que tu as essayé un Valsalva qui a mal marché, tu lui donnes du cardizème, tu pourrais, le nœud commence à être plus sensible, refaire ton Valsalva plus tard. Ou bien, des fois, on fait de la cardioversion électrique qui n'a pas fonctionné. Tu pourrais théoriquement dire, on y met un antiarythmique, genre 300 d'amio sur 30 minutes, puis on va réessayer une cardioversion parce que là, on a sensibilisé les myocytes, puis là, notre cardioversion a plus de chances d'être efficace. Puis mon petit truc, moi, pour que. Là, c'est ça, tantôt, je me vantais que moi, j'ai 100% de manœuvre vagale à date, vu que je suis ici à Pierre-Boucher, mais c'est peut-être de la chance aussi, là. Mais je le plug directement sur le. Je plug la seringue directement sur le fil du manomètre. Fait au moins, les patients ils sont capables de cibler exactement qu'ils sont entre 40 et 50 mm de mercure. Fait qu'ils souffrent la bonne. Et puis, souffre probablement plus fort. Ouais. Je pourrais vous envoyer la façon de faire parce que à chaque fois, même moi, je regarde les tuyaux et je suis comme comment ça marche déjà. Pas mal fini pour le Wolf. Là, c'est des présentations qui sont plus courtes. Donc, une des questions que le nursing avait, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait un angioscan versus une ScintiVQ pour le diagnostic d'embolie pulmonaire? C'est une des raisons. Tu vas voir, il y en a quelques-unes. La Scinti. Je sais pas si c'est comme super petit, là, mais. Ouais, mais pas un peu plus long, mais c'est pas si pire. L'angioscan, juste ça sur clair pour tout le monde, on en fait souvent, c'est en radiologie. C'est un scan du thorax avec l'iode comme contraste IV. Fine. La ScintiVQ, on est un peu moins familier, parce qu'on en fait moins. C'est en médecine nucléaire, donc c'est pas en radiologie qu'ils font ça. C'est lu par des nucléistes, qui sont des spécialistes en médecine nucléaire, et non pas par les radiologues. Et ce qu'ils font, c'est qu'il y a deux étapes. Il y a une étape qui vont envoyer un radiotraceur intraveineux, tu as besoin d'une voie IV, qui va aller au niveau de la circulation. Et par la suite, ou un des deux, je ne sais pas dans quel ordre, ils vont t'envoyer aussi un gaz que tu dois inhaler, du technégaz. Puis là, ils vont prendre des images de ce traceur-là qui est aussi radioactif. Puis là, après, le spécialiste en médecine nucléaire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regarder les images de ta respiration, du gaz radioactif, versus les images de ta circulation. Je vais avoir des petits exemples là-dessus. Donc, on appelle ça un scan ScintiVQ. Le V, c'est pour ventilation. Puis le Q, c'est une espèce de vieille abréviation pour le flow. Donc, c'est perfusion. Donc, si un nucléiste compare la ventilation avec la perfusion, donc radiotraceur IV, radiotraceur inhalé, puis c'est un après l'autre, là. Si la ventilation matche la perfusion, ben, c'est normal. C'est correct. Tu te ventiles partout, puis tu envoies du radiotraceur partout, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Si par contre, tu ventiles, mettons, le lobe inférieur droit,
il y a du radiotraceur du gaz qui se rend là, mais le radiotraceur intraveineux ne se rend pas là. Donc, c'est comme si c'est un signe qu'il y a un blocage dans les vaisseaux sanguins. Puis là, il va dire il y a une embolie pulmonaire. Ouais, t'en as besoin. Peut-être qu'ils prennent tout le temps l'habitude de l'installer. Et peut-être qu'il a. Ouais. Ouais, non, je vais déjà penser. Compliqué. Ouais. Peut-être c'est pas les mêmes techniciens qu'en radio. C'est ça. C'est Mais peut-être c'est pas des comme techniciens de la radio. C'est les nucléistes qui sont. des La médecine techniciens en médecine nucléaire. Ouais. Puis là, le bémol, c'est que des fois, tu as des sections de ton poumon qui n'aura pas de ventilation puis que tu n'auras pas de perfusion. C'est que si par exemple, tu as un méchant gros épanchement pleural ou tu as une grosse masse néoplasique pour une raison X, ça se peut qu'il n'y ait juste pas de radiotraceur puis de gaz qui sera là. Puis là, à ce moment-là, le nucléiste va le dicter en disant ben, il y a une anomalie dans ce coin-là. Une anomalie probablement parenchymateuse. Il ne pourra pas me sortir un diagnostic. Il peut juste me dire il n'y a pas d'embolie pulmonaire, il y a clairement des embolies pulmonaires, ou ben, il y a quelque chose qui se passe qui n'a pas l'air d'être un embolie pulmonaire, mais je ne peux pas t'en donner plus. Donc, si on regarde, pour revenir à l'angioscan, c'est quoi les avantages de l'angioscan? De un, c'est super précis pour diagnostiquer les embolies pulmonaires. Puis même, ils peuvent te dire, des fois, on a une embolie pulmonaire en selle, des trucs comme ça. Ce qui donne plus de détails qu'une scintille vécue. Et le plus gros avantage de loin pour moi, c'est que ça permet d'éliminer ou de confirmer d'autres diagnostics. On fait un angioscan pour éliminer un embolie pulmonaire, mais on veut voir aussi, y a-t-il une pneumonie qu'on ne voit pas sur le rayon X? Y a-t-il des signes de cancer? Y a-t-il des lésions des os? C'est que dans le fond, il y a des douleurs, mais dans le fond, c'est des métastases au niveau des os. C'est quoi qui se passe? Même des fois, c'est des douleurs pleurétiques. Le CG était beau, puis à l'angioscan, on voit beaucoup d'épanchements péricardites, puis finalement, c'est une grosse péricardite. C'est ça, pour moi, le gros avantage de l'angioscan, c'est que tu vois les autres diagnostics. Puis, justement, on parle un peu du rayon X des poumons. Le rayon X des poumons, on le fait souvent parce que ça ne coûte pas cher, c'est facile à faire, c'est facilement accessible, sauf que ce n'est pas très, très sensible. Tu peux manquer des pneumonies sur des rayons X des poumons, tu peux manquer des petits épanchements pleuraux là-dessus. Il y a plein de choses. Tu peux manquer des cancers là-dessus. Le rayon X des poumons, c'est pas, c'est correct quand tu n'es pas si pire, mais du moment qu'on cherche un petit peu plus, le scan va être mieux. Gros désavantage, Karine l'a dit, c'est vraiment c'est de l'iode qu'on va injecter. Donc, si le patient a une créate qui est à 300, ben, on ne pourra pas shooter de l'iode. Si le patient a une allergie super sévère, ou bien des fois, l'autre classique, c'est que le patient a une allergie, il faudrait faire une préparation de 12 heures, on n'a pas le temps. Donc, à ce moment-là, l'angioscan va être moins utile. Puis, c'est de l'irradiation. Donc, chez la jeune femme, entre autres, il y a beaucoup les tissus mammaires qui sont à risque. Avoir un angioscan, ce n'est pas tant que ça d'irradiation. Le problème, c'est que si tu en as à chaque 2 ans, ça commence à être problématique. Si on regarde un peu les avantages de la scintille vécue, ben, c'est l'inverse de l'autre. C'est qu'il n'y a pas d'iode, qu'il y a moins d'irradiation au niveau des seins. Mais quand on regarde les désavantages de la scintille vécue, c'est que ça ne donne aucune information sur les autres diagnostics. C'est il y a un embolie pulmonaire, il n'y en a pas, ou il se passe autre chose. Aussi, des fois, la scintille vécue peut être un peu non concluant, ce qu'ils disent suspicion modérée d'embolie pulmonaire. Mais je fais quoi avec ça? Il y en a ou il n'y en a pas? L'autre affaire, ce n'est pas disponible le soir et la nuit. Donc, en résumé, j'ai une page résumée. En résumé, là, les scintille vécue, j'ai demandé juste ces deux clientèles. Personnes âgées avec une créate super augmentée, 3 clientèles. Allergie super sévère à l'iode, créate super augmentée. Puis des fois, les jeunes femmes, quand j'ai aucun autre diagnostic que je veux vraiment éliminer. Donc, la jeune femme qui a eu une petite douleur pleurétique qui ne m'inquiète pas du tout, qui a des symptômes complètement normaux, puis que j'ai fait des désimères qui sont à 510. Mais j'y crois pas à l'embolie pulmonaire. Il faut juste que je l'élimine pour qu'on passe à autre chose. Là, c'est une bonne candidate pour la scintille vécue. Mais la jeune femme qui me semble essoufflée, souvent, je vais vouloir avoir mon angioscan. Parce que si finalement ma scintille me revient, il n'y a pas d'embolie pulmonaire, mais la jeune fille est en train de respirer à 25, je veux avoir un diagnostic. Les allergies à l'iode, C'est plus relatif. c'est relatif. Là. Il y a beaucoup, beaucoup
j'ai eu peut-être une réaction il y a longtemps, je m'en souviens même pas. Puis, tu sais, souvent, ces notions-là dans le dossier qu'on est comme pas trop sûr. Quand la personne, elle me dit réellement, j'ai eu une allergie anaphylactique à l'iode, là, tu sais, et puis tout le kit, c'est non à l'iode. Mais si c'est quelqu'un qui dit, ah oui, j'avais peut-être fait des plaques rouges ou ça m'a piqué un peu, tu sais, faut faire attention à dire que c'est une allergie parce que Ça devient plus un effet secondaire de l'iode. il y a l'effet attendu de l'iode qui est genre une sensation de chaleur, puis ça fait que souvent les gens ils vont dire oui, j'ai été allergique, mais dans le fond, c'est pas qu'ils ont été allergiques. Tu sais. Il y a des aspects de l'iode qui ressemblent un peu aux allergies aussi à la morphine. L'iode et la morphine peuvent faire une relâche d'histamine sans que ça soit une réaction allergique. C'est que le patient qui a un peu de prurite sur la morphine, le patient qui a des nausées sur la morphine, c'est une allergie ou c'est une réaction secondaire? La très, très, très grande majorité, c'est une réaction secondaire. Même chose avec l'iode, là, quand ça vient juste après, c'est souvent plus une réaction secondaire. J'attends l'anti-scan. Ça dépend de l'heure de la journée. Mon problème, Mais moi, je travaille de Oh, mais donc, ben, des si je pense que je vais avoir mon scan dans l'heure qui suit, ça vaut absolument pas la peine de faire le rayon X des poumons. Si je suis de nuit, je sais que mon angioscan que j'ai demandé au matin va peut-être être fait seulement à midi. J'aimerais ça avant savoir, y a-t-il une consolidation, y a-t-il un pneumothorax dessus? C'est un peu comme ça. C'est comme un peu la plaque 5 puis le scan. Si, tu sais, des fois, on demande une plaque 5 et un scan en même temps. Ça n'a aucun sens. Mais ça dépend de l'heure. Si à 2 heures du matin, je fais la plaque 5 pour être sûr qu'il n'y a pas une catastrophe, une perforation, qu'il n'y a pas une dilatation super, soit la plaque 5 ne me donne pas la réponse, le scan va être au matin. Si mon anti-scan est fait, mettons, à 7h30 du matin, à 8h30, la fille avait Il n'y a aucune logique. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, là, je parlerai au médecin, parce qu'il n'y a absolument aucune logique. Je voulais juste être sûr que c'était correct. Après ça, je te le dis. De qui on va le faire? On va l'annuler. On va le faire. Le poumon, tu parles? Le poumon? Mais parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose que la radiographie du poumon t'apporte de plus que si tu fais l'angioscan. Comme... Ouais, c'est un peu ce qu'il me disait, s'il vous plaît. Je comprenais plus. Des fois, ils veulent pour le positionnement du tube en l'autre trachéale, ce qui est intubé, sauf que tu le vois aussi sur le scanner. Tu le vois mieux, en fait, sur le scanner. C'est un petit sujet clear cut. Est-ce que vous êtes partante pour 2 autres sujets? Oui, tu es enregistré. Sur ça, j'essaye d'avoir l'air sérieux. C'est pas crédible. Êtes-vous partante pour 2 autres sujets rapides? CVD, c'est 5 pages. Ce que le but, là, c'est pas une maladie comme Mademoiselle Kennel le dit tantôt, c'est une maladie super rare à l'urgence. C'est pour ça que je ne veux pas aller trop en détail, c'est juste connaître c'est quoi la CVD. Donc, CVD, ça veut dire coagulation intravasculaire disséminée. C'est quand ton système de coagulation s'emballe puis commence à dysfonctionner complètement. Donc, tu commences à produire plein de petits caillots dans ton corps. Donc, tu fais avec plein de microthrombus. Et en faisant ces petits caillots-là, tu vas consommer tous tes facteurs de coagulation. Les 3 causes les plus fréquentes, le sepsis sévère, néoplasie, donc tous les cancers du sein, leucémie, tout ça sont encore plus à risque. Puis la troisième qu'on ne verra pas beaucoup à Pierre Boucher, c'est les traumas. Et puis souvent, les traumas, ça ne se voit pas immédiatement. Il peut y avoir une coagulopathie de la trauma, mais c'est un petit peu plus rare, là. Donc, vraiment, les 2 causes les plus fréquentes, c'est le sepsis et la néoplasie. Quand on regarde la mortalité, ça dépend des études, mais on parle de 20 à 50 de la mortalité. Mais comme vous allez voir, ça dépend beaucoup, c'est quoi la cause initiale. Donc, si tu as une CVD due à un sepsis, puis en plus, tu as des lactates à 10, ben, c'est pas vraiment la CVD qui te tue versus un sepsis super sévère. Même chose, si tu as une leucémie hors de contrôle, ben, c'est plus la leucémie qui va te faire que tu vas décéder, là. Mais Oui. oui, c'est décrit. Oui. Ouais. C'est pas dans les causes les plus fréquentes. Mais mettons, dans les causes, tu as d'autres choses. Tu as l'hypothermie, tu as le postpartum, tu as les... Ouais. Parce que quand on regardait, là, il y a une petite vidéo YouTube sur la pré-éclampsie puis l'éclampsie.
Puis l'éclampsie peut donner une atteinte multi-organe, dont une atteinte de l'organe du sang, puis avec une coagulation qui peut être associée. Donc, tu peux le voir, la CVD en postpartum. Souvent, si tu as une CVD en postpartum, il y a probablement de l'éclampsie ou de la pré-éclampsie sous-jacente à ça. C'est rare que tu vas avoir un sans l'autre. Mais quand on regarde dans les études, genre le nombre de CVD qu'on diagnostique, ça risque que sepsis, néo, trauma étaient de loin les plus fréquents. Moi, ceux que j'ai vus, c'était plus du sepsis. C'est une très bonne question. Puis, en fait, j'ai dit il y a 2 cliniques, là, mais on va parler de 4 cliniques, là. La présentation est compliquée parce que ça peut être un patient qui fait trop de thrombus, qui fait des micro-thrombus partout, c'est des micro-thrombus au cerveau, des micro-thrombus au niveau des reins, ça qui finit avec une insuffisance rénale. Puis tu peux avoir des signes de PTG et tout ça, ou tu peux avoir aussi des saignements parce que tu as tout consommé tes facteurs de coagulation, donc le patient peut être à risque de plus saigner. Ou comme toute chose en médecine, c'est pas assez simple comme ça, on va mixer ça ensemble, c'est que tu fais des thrombus puis tu fais des saignements en même temps. Okay? Elle ne fonctionne plus du tout et est complètement déréglée. L'autre affaire, j'ai oublié de dire, une CVD, il y en a des aigus puis il y en a des chroniques. Fait que si tu as un sepsis, tu arrives en CVD aigu, tu es en postpartum, tu as une CVD aiguë. Il y a des patients avec des cancers qui peuvent être en CVD aigu, mais il y en a qui sont en CVD chronique. C'est des espèces de leucémie qui sont suivies en externe, puis leur CVD est comme à moitié en contrôle, puis à chaque 2 semaines, ils reçoivent des transfusions pour ça. Ça, c'est des affaires qu'on voit des fois à l'urgence. Ce qui est quand même pas un bon pronostic, là. Le diagnostic est basé beaucoup sur la clinique, mais avec les laboratoires anormaux. Donc, ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. On a dit que tu consommes tous tes facteurs de coagulation. Qu'est-ce qui se passe? Ton INR augmente. Tu fais plein de thrombus partout, tu fais plein de caillots. Mais qu'est-ce qui arrive avec tes DDT? Tes DDT ils augmentent, peuvent être à 7000. Tu consommes les facteurs, donc tu consommes toute la fibrinogène qui sert à faire des caillots. Ton fibrinogène est super beau. Les plaquettes vont être impliquées là-dedans, donc tes plaquettes peuvent baisser. Puis avec tout ça, ça peut faire de l'hémolyse pour les globules rouges, donc tu peux finir en anémie. Puis c'est le genre d'anémie qui peut avoir des présences de schistocytes. Si on regarde le traitement, le problème, comme je vous ai montré, c'est une maladie assez complexe puis variée. Donc, le traitement lui-même, je ne peux pas dire qu'il y a tout le temps un traitement parce que chaque patient va être différent. Donc, la clé du traitement, comme pas mal de choses en médecine, c'est de traiter la cause. Donc, si tu as un patient qui est en sepsis sévère, ben, c'est antibiotique puis traiter la cause du sepsis. Ça a l'air facile dit de même, mais si vous imaginez un patient qui est en sepsis sévère sur un gros abcès dans son ventre, mais qui est en CVD, c'est qu'il y a juste des plaquettes à 10 puis une anémie avec une hémoglobine à 60, ça se peut que le chirurgien n'ait pas le goût d'ouvrir son ventre parce qu'il dit, je vais ouvrir son ventre, mais il ne va pas arrêter de saigner. En même temps, si tu n'ouvres pas son ventre, tu ne contrôleras peut-être pas le source du sepsis, puis sa CVD va continuer. Ce n'est pas des cas faciles à gérer. Traiter la cause, si c'est un néo, des fois, c'est des patients qui ont une leucémie aiguë qui vont être transférés d'urgence à Charlemagne pour débuter un traitement de chimiothérapie en aigu. Le traitement, donc si le patient a 10 de plaquettes, il y a 30 d'hémoglobine, ça va être le transfusé. Ça, c'est facile quand le patient est mourant. Le problème, c'est plus le patient qui n'est pas bien, mais qui n'est pas mourant, puis qui a 40 de plaquettes. Est-ce que tu lui transfuses des plaquettes en sachant qu'il va probablement consommer ces plaquettes-là, ce qui peut aggraver la maladie? Donc, ça devient des cas un petit peu vraiment du cas, pas par cas par cas. Si par contre le patient a vraiment 30 d'hémoglobine, il y a 5 de plaquettes, là, il n'y aura pas de question qu'il faut le transfuser, mais c'est des cas qui sont un petit peu plus difficiles à manager. C'est rare, mais ça arrive même qu'on pourrait vouloir mettre de l'héparine chez ces patients-là. Donc, on a dit que des fois, il y a plus de saignements, mais des fois, il y a plus de thrombus, plus de caillots. Donc, ça pourrait des fois être un cas à discuter, de dire on partirait de l'héparine si on a l'impression que c'est plus la composante de faire plein de petits caillots. Puis, pour terminer, tu sais, les CVD, c'est une maladie rare. Puis, à l'urgence, des fois, on va la suspecter, mais c'est rare qu'on va la diagnostiquer. Je me rappelle une patiente en sepsis, puis qui avait des plaquettes un peu basses. Ben, j'ai demandé un contrôle de plaquettes. Puis, le contrôle de plaquettes, les plaquettes ont diminué encore. Puis là, j'ai demandé un bilan complet de CVD. C'est là que j'ai demandé un fibrinogène, DDT, tout ça. Finalement, la patiente avait une thrombopénie secondaire à son sepsis sans avoir développé une CVD. Mais quand j'ai vu les plaquettes qui ont chuté, je me suis posé la question, c'est une CVD? Un exemple comme ça. Ouais, c'est scientifique, ça fait plus avec. Ouais. Ils disent la clinique plus les prises de sang, mais c'est surtout les prises de sang.
Moi, qu'est-ce que je pourrais observer et te dire si j'ai pas de résultat dans le boucle? As-tu vu, ce serait des PTJ que je cherchais? Habituellement, un patient qui a juste des PTJ, qui n'a rien d'autre, c'est pas ça qui me vient en tête. Ça serait un patient avec des PTJ qui n'a pas l'air bien. Ou on le pique, exactement. Là, tu peux te poser la question. Ouais. Ça pourrait être juste ça. Patient en réa, ça pourrait. Mais tu sais, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement une présentation. Tu sais, les gens ils vont pas venir puis dire, hey, oui, j'ai déjà fait une CIVD. Tu sais, c'est pas comme un antécédent qui est connu comme une maladie, comme dire, ouais, j'ai déjà fait une pneumonie ou moi, mes plaquettes sont basses. Tu sais, ils vont pas dire ça. Puis, mettons que tu as un patient qui est en réa ou que tu vois, pas en réa, pardon, ailleurs, puis que c'est quelqu'un qui saigne beaucoup ou que là, tu vois que ça saigne. S'il n'est pas dans un contexte propice à faire une CIVD, c'est rare qu'il va faire une CIVD. Tu sais, tu vas pas avoir quelqu'un, c'est pas quelqu'un que tu vas avoir dans la salle Il va y 4. avoir une cause à ça. Puis là, tu fais des prises de sang, puis tu te dis, hey, je trouve qu'il saigne beaucoup dans mon diagnostic différentiel, j'ai CIVD dans ma tête. Ça, pas vraiment. C'est plus, hey, il saigne beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un problème de plaquettes, tu sais, ou il saigne beaucoup? Est-ce que, ben, finalement, le monsieur, il prend du Coumadin, peut-être je vais aller demander, est-ce que je rajoute tu sais, je devrais rajouter un INR parce que là, peut-être que son Coumadin, il est débalancé. Mais c'est rare que la CIVD, ça va être quelque chose à laquelle on va penser par des signes extérieurs quand le patient n'est pas dans une situation clinique qui lui fait une CIVD. Exactement. Exactement. Mais tu pourrais l'avoir, tu sais, comme en avant, il n'a pas l'air bien, le patient, on fait des prises de sang, il y a de l'anémie, puis en plus, il y a des plaquettes basses. Déjà, ça peut être juste tu sais, une néoplasie, là, une leucémie. Puis là, en plus, il saigne beaucoup. Puis là, je vais peut-être demander un bilan de coagulation, CVD avec fibrinogène, tout ça. Donc là, il y a peut-être un cancer de nouveau sur lequel il se fait une CVD. Ça serait le cas de figure que je pourrais voir. Là. C'est un néo de nouveau, une leucémie. Néo de semaine, on est fait en chimio, en choc septique. Une CIVD. Ouais, puis c'est ça. Puis là, en plus, il n'y a pas juste une raison de faire sa CIVD. Il y a un néo, il a fait de la chimio, puis il y a un sexiste. Tu sais, il y a comme vraiment pas mal de Je choses. vous rappelle. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? C'était question ou commentaire? C'est une vraiment bonne question. Je vais laisser ma place à ma collègue. C'est juste à quelle heure? Parce qu'au pire, on fait l'HTA la prochaine fois. Juste parce que l'autre groupe, ils l'ont pas eu non plus. Hein? Ça fait combien de temps? Ben, c'est parce que j'ai pas prévu de PowerPoint, là. On aurait pu en jaser, puis de... J'ai 10 minutes, ça, OK. OK. Fait que, ben, je voulais qu'on parle un petit peu d'HTA. Ben, ouais, t'as mis. Je voulais un petit peu qu'on parle d'HTA. P2 au choc. C'est Ça dépend de la pays. C'est ça. Ça dépend de la pays. Ouais. Ben, c'est ça. Ça dépend de bien des choses. Tu sais, je pense. Puis moi, je fais pas de triage, on fait pas de triage, puis je ne connais pas exactement ce que ça implique. Tu sais, 220, ça vous montre quoi ou quoi? Tu sais, c'est ça. Tu sais, C'est de la si c'est un Jean Coutu, d'habitude, c'est ça. Mais tu sais, l'important, je pense, c'est ben, pas juste au triage, hein, parce que ça s'applique au triage, mais je pense que ça s'applique aussi à des patients qui sont hospitalisés parce que tu peux faire une poussée hypertensive qui est causée par quelque chose sous-jacent, une urgence hypertensive à l'hospice. Tu peux faire ça chez vous, tu peux faire ça quand tu es à l'observation, à l'urgence aussi. Mais je pense que l'important, c'est vraiment de différencier
qu'est-ce qui est d'une hypertension chronique, soit qui est connue ou pas connue, qui est asymptomatique d'une urgence hypertensive, quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse une action immédiate parce qu'il y a un organe cible qui est atteint. T'sais. Puis quand on parle d'organe cible, on parle des artères, le cœur, le cerveau, les reins ou la rétine. Fait que souvent, c'est des patients soit vous, par exemple, si on parle du triage, c'est un patient qui va se présenter avec un symptôme cardinal en lien avec ces organes-là. Fait quelqu'un qui vient avec une grosse DRS, qui est très hypertendu, que c'est transfixiant ou une grosse douleur abdominale. Ça va être des patients qui vont avoir une hypertension urgente, secondaire, par exemple, à une dissection aortique. Quelqu'un qui est en STEMI, ce qui est hypertendu, c'est une urgence hypertensive. Quelqu'un qui est complètement encéphalopathe, que la conjointe amène le patient et elle dit il est complètement débalancé, il ne comprend plus rien, il tombe partout, puis il fait 200 sur 110. Ça, c'est une urgence hypertensive. Ou quelqu'un qui vient avec son visage tout affaissé, que vous avez un examen positif, ou encore là, une femme enceinte, comme on parlait tantôt, qui a des pressions très, très, très élevées, qui a des grosses jambes, puis qui dit « je me sens pas bien », ça, c'est tous des symptômes qui sont typiques d'une urgence hypertensive. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui menace le pronostic vital, puis qui a besoin d'une investigation puis d'une prise en charge aiguë, urgente. Je ne veux pas faire trop de généralisation, mais la majorité des gens qu'on voit à l'urgence, c'est pas nécessairement ça. C'est des gens qui vont se présenter soit parce qu'ils ont eu ils ont emprunté le manomètre, le tensiomètre de leur conjointe, ou sont allés chez Jean Coutu, ou ils consultent à l'urgence pour des symptômes un peu non spécifiques ou autres, puis finalement, on leur trouve une haute pression. Fait que la question, je pense au triage, puis même quand les patients sont déjà là, c'est est-ce qu'il y a des symptômes? Puis est-ce que ces symptômes sont reliés à un des organes cibles qui pourrait être atteint? Fait que, tu sais, la personne qui dit ouais, j'ai un peu mal au petit doigt ou mes cheveux me grattent, ou on ne peut pas appeler ça une hypertension symptomatique parce que ça n'a pas nécessairement de lien avec ça. Puis le but, là, c'est pas de parler nécessairement du triage, mais il y a des mythes de dire qu'avec une hypertension sans symptômes, il faut baisser la pression. Souvent, on veut baisser la pression parce qu'on veut baisser la pression que nous, on a. C'est les médecins et les infirmières parce qu'on trouve ça pas beau des chiffres. Mais la question, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine, là, on parle de quelqu'un qui est asymptomatique, là, de baisser la pression pour se rassurer, nous? Non, il y a des études qui ont démontré que ça ne sert à rien. Ben, pas ça ne sert à rien, mais ça peut même être nocif de baisser la pression rapidement pour juste avoir une diminution du chiffre. Puis, tu sais, la diastole est importante. C'est-à-dire que si ta diastole est très élevée, ben, je suis plus inquiète. Oui, je suis plus inquiète quand la diastole. Ouais, je suis plus inquiète. Est-ce que je pense pas qu'il y a des études. Ben, en tout cas, Alex, tu me diras s'il y a une étude comme pronostic qui a été faite comme. Quand tu regardes la table, la tension en quatrième moyenne, ta diastole vaut 2 fois C'est plus ça. que la systolique. La diastolique, moi, va plus quand je suis allumé. Ouais, ça me 180 sur 60, c'est pas bon. Ouais, c'est 180 sur 60. 220 sur 120. 220. Tu sais, mais même, tu vois, là, c'est pas un joli PowerPoint, mais. Qu'est-ce qui peut être grave? Qu'est-ce qui peut être. Ouais, mais Ben parce que tu veux, c'est comme Alex dit, ta TAM, c'est ta pression de perfusion moyenne, fait que ta diastole, elle vaut plus. Fait que dans ton calcul de TAM, c'est sûr que ça te fait une TAM plus élevée. Mais même dans certaines études, tu sais, ils
il parle de tension diastolique sévère, là, 115 sur 129. Est-ce que leur donner du catapres ou leur donner quelque chose qui va faire baisser leur pression rapidement, ça l'aide vraiment, vraiment? Ben, pas vraiment. Puis à 3 mois, donc après, est-ce que ça va vraiment avoir changé? Est-ce qu'ils vont faire moins d'AVC? Est-ce qu'ils vont... Pas vraiment. Fait que traiter en aigu une hypertension asymptomatique avec des médicaments IV rapidement, c'est pas nécessairement bénéfique. Puis même ces gens-là, souvent, ils ont une haute pression chronique, non diagnostiquée, qu'il va falloir être investiguée, c'est sûr. Il va falloir comprendre, est-ce que c'est une hypertension essentielle? Ça veut dire, c'est à cause de l'âge, les vaisseaux qui sont plus serrés, l'obésité, la sédentarité, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui crée leur hypertension, des sténoses des artères rénales, un phéochromocytome, une autre maladie? C'est sûr qu'il va falloir qu'ils soient investigués puis probablement traités. Mais est-ce qu'en aigu, leur donner un médicament pour faire baisser, c'est réellement bénéfique ou nécessaire? Non. Puis, est-ce que... attends, c'est quoi la deuxième chose que je veux dire? Est-ce qu'on pourrait leur nuire parce que eux, leur cerveau et tous leurs organes sont habitués d'être avec des pressions très, très, très élevées. Donc, baisser rapidement la pression peut faire des lipotymies, syncopes, nausées, se sentir pas bien. Fait que la question, c'est est-ce que ce patient-là est en urgence hypertensive puis qu'il a besoin d'un traitement, une investigation rapide, ou est-ce qu'on est plus dans la catégorie c'est une hypertension, oui, qui peut être, ma foi, très élevée. Des fois, l'autre fois, le patient il avait 220 sur 120, je pense, 250 sur 120. Mais est-ce qu'il est asymptomatique? Là, on a du temps, on peut se permettre de faire des prises de sang, on peut se permettre même d'attendre puis de recontrôler la pression parce que même, ils disent dans... Ils disent, là, moi, c'est le syndrome de la moutante, là, Oui. tout le temps belle. Ouais. Ça, on peut se fier, ça. Qu'est-ce que tu veux dire, on peut se fier? Ben, si il arrive au théâtre, il y a une pression, Ouais. mettons, à 220 sur 120, puis elle me dit, ben, moi, c'est pour ça quand je vais chez le médecin, mais quand je vais chez nous, elle est belle. Ben, Il dit ça, c'est pas ton. ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il y a deux choses. Si c'est quelqu'un qui a un médecin de famille, qui a déjà été investigué, puis qui a déjà eu une mesure de pression, tu sais, à la clinique, puis qui ne fait pas de haute pression, ça se peut que ce soit vraiment un syndrome de la blouse blanche. Mais avec des valeurs à 220, c'est quand même vraiment beaucoup. Est-ce que lui, il va avoir une réelle hypertension sous-jacente, une hypertension artérielle essentielle qui va nécessiter des médicaments? Fort probablement. Mais, tu sais, ce qu'ils disent, là, ça, c'est doc d'urgence, là, si vous connaissez ça, c'est plein de trucs de médecine d'urgence vraiment intéressants. Tu sais, ce que eux, ils rapportent, c'est quand même, tu vas avoir des fois une augmentation de la pression quand même disproportionnée à l'urgence par rapport à des patients qui ont des pressions relativement normales. Puis je ne sais pas si c'est encore pire du fait que c'est l'urgence par rapport, mettons, au bureau du médecin de famille ou en clinique. Fait que des fois, la valeur que tu as à l'urgence, c'est pas c'est pas représentatif d'une moyenne à la maison, mais 220 ou 200 ou 120 de systolique, c'est quand même de diastolique, pardon, c'est quand même des valeurs qu'il va falloir investiguer, comprendre, mais pas nécessairement de traiter urgemment en aigu. Fait un 180 sur 98, mettons, qui est un médecin de famille qui est déjà suivi pour l'hypertension, qui vient parce qu'elle a mal à sa hanche depuis tant de temps, puis qu'elle est plus capable, parce que moi, je prends une pression de même. Ouais. Tu peux l'arrêter. Si elle a un médecin de famille, tu peux demander un rendez-vous à la clinique d'ici 24-48 heures, ça serait correct. Est-ce que là, tu parles de savoir si elle peut être réorientée? Ouais. Je connais pas les critères, c'est ça. Oui. Oui. Je ne connais pas des critères de Ouais. Non, mais tu peux la tout. Ouais. Parce que. Ça va être beau. Puis, tu sais, la question aussi, c'est des fois, ben, je le mets-tu au choc ou je le mets-tu dans une salle? Y a-tu besoin d'une voie IV rapide ou y a-tu pas besoin d'une voie IV? Tu sais, encore là, je ne veux pas généraliser, mais souvent, quelqu'un qui arrive avec une haute pression, même si c'est 220 sur 150, là, mettons, ou 220 ou 230 sur... Bon, c'est un peu intense, là, 150, mais 220 sur 120, mettons,
asymptomatique, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller dans le choc ou d'avoir une voie IV-stat ou d'avoir... Clairement, il y a besoin d'avoir une évaluation médicale. S'il est complètement asymptomatique, probablement qu'il va quand même se mériter un bilan parce que tu sais pas ça fait combien de temps qu'il est comme ça. Puis moi, je veux certainement savoir l'état de ses reins. Fait que je veux certainement au moins avoir une créate. Je vais probablement lui demander un ECG aussi pour avoir de base. Mais s'il n'y a pas de douleur thoracique, qui n'est pas activement dyspnéique, qui n'est pas encéphalopathe ou qui n'est pas de même, De vision. ou qu'il n'y a pas de trouble de vision. Puis encore là, trouble de vision, il faut faire attention parce que les gens qui ont 220 sur 120, là, des fois, ils ont quand même des mini-symptômes de genre hey, je suis un peu étourdi, ils vont des fois rapporter des trucs, mais pour avoir une urgence hypertensive, là, c'est pas juste comme je vois un peu flou. C'est comme ça va être comme un AVC aigu, là, ouais. Ça, c'est dans votre ETG d'emblée? Ouais, semble. Non, non, vas-y, Alex. Comment ça fait? C'est ça, C'est pour ça aussi qu'on donne souvent comme du Norvasc, Eros, parce que c'est pas très incident. On dit qu'il y a un risque si on baisse la pression trop vite. C'est rare qu'on prescrit du catapèse ou de la clonidine. C'est souvent du Norvasc. On sait que c'est pas super incident. On prend la pression 4 heures plus tard, puis des fois, ça n'a pas bien changé. Des fois, on prend la pression 4 heures plus tard pour aussi démontrer au patient 4 heures plus tard, il ne s'est rien passé. Après, c'est un peu plus stable, on va faire un suivi en excès. Ben, avez-vous des questions par rapport à la haute pression? Non, non, vas-y. Mais ça fait peur aux filles. Oui. C'est ce que tu sais, ils ont comme peur du chiffre. Là, ils font comme. Je pense que des fois, le patient, Le patient aussi. arrive avec son anxiété, tu te mets sur toi, là, tu as les chiffres, puis là, c'est le. Il n'y a pas juste ça, il y a même des fois l'anxiété du médecin de famille. Il y a même des fois aussi, patient vient du bureau, puis sur la feuille, ça peut même être écrit urgence hypertensive par le médecin de famille. Parce qu'il dit pression reprise. Moi, ça m'est arrivé 2, 3 fois. C'est écrit urgence hypertensive par un papier du médecin de famille. Fait que là, le patient, il voit urgence. Lui, ça le stresse. C'est ça. Mais ça stresse tout le monde de voir urgence hypertensive, pression à 220 malgré contrôle. Mais si le patient il est asymptomatique, qu'il n'y a aucun symptôme d'organe cible, qui reçoivent, mettons, qui soit urgemment traité, vu par un médecin là, ou d'ici la prochaine heure ou les prochaines 2 heures, ça ne changera pas son pronostic. Puis dans les études, ça ne change pas non plus ses problèmes. Est-ce qu'il va faire un AVC dans 3 mois? Est-ce qu'il va faire s'il est asymptomatique, même si tu baisses sa pression là, c'est pas ça qui va modifier. Est-ce qu'il va mourir d'une dissection aortique dans 6 mois? Est-ce qu'il va avoir un AVC? Non. Il a probablement besoin d'un traitement, mais qu'on le fasse urgemment là, ne va pas changer. Dans les heures, il ne sera pas mort d'un AVC dans les prochaines heures s'il ne l'a pas fait là, s'il n'est pas déjà en urgence hypertensive. S'il y a une hypertension hier, ouais. Le patient n'a pas de DRS, pas de chlorate, je ne fais pas faire. Mais surtout pour la DRS, je ne fais pas faire le CG normal. Même s'il est très élevé, j'attends qu'il voie le médecin. Ben, c'est quoi vos critères de CG, vous? Ben, c'est plus DRS. C'est DRS, des douleurs épigastriques, palpitations, puis syncope. Fait que si sont, d'emblée, il y aurait, selon vos critères il n'y aurait pas nécessairement un critère pour avoir un ECG. Est-ce que le médecin, quand il va le voir, pourrait demander un ECG pour voir, mettons, est-ce qu'il y a de l'HVG ou est-ce qu'il y a comme des signes que ça fait longtemps que ça a haute pression, puis qu'il y a déjà des remaniements dans son cœur qui pourraient être signes qu'il y a clairement besoin d'être investigué pour autre chose?
Oui, probablement. Mais est-ce que vous, ça, je pense. Non, mais c'est dans le sens que c'est pas de plus-value. parce que Non. tu peux tout de suite aller te le montrer. Oui. Ça va te servir. Oui, exactement. Tu sais, c'est ça, exactement. Fait qu'est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, pas vraiment. S'il y a Même pas, s'il y a une IVG, mais c'est pas de DRS. ça ne changera rien. C'est pour ça que le CG, c'est souvent. Ouais. Ça peut juste être sûr que T'as-tu d'autres trucs à rajouter? il y a pas des scouts. Ah, c'est pas ça la saveur du jour. Bon, ben, Merci. merci beaucoup. L'enregistrement a terminé. Hein? L'enregistrement est terminé. Attends, je vais arrêter l'enregistrement. C'est quoi cet enregistrement? Euh, Ah, c'est là, hein.